Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Revenons un peu sur les grandes nouvelles qui auront marqué l'actualité internationale cet été avec Georges Mercier, analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et de l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, l'Iran, ça nous a occupé quand même beaucoup dans les dernières semaines. Rares ont été les matins où on commençait pas avec une nouvelle de ce côté-ci. On est toujours dans l'impasse d'un espèce de petit crochet, une petite balade qui finalement s'est éternisé pendant des mois pour les Américains. Et on a l'impression qu'ils sont carrément embourbés, si bien que le président parle maintenant davantage de guerre commerciale avec l'Iran que d'opérations militaires concrètement sur le terrain. Non, je pense que le verbe embourber est bon. C'est drôle, cet été, on a eu l'impression parfois de faire des montagnes russes en Iran où oui, c'est avantage américain, avantage iranien. Tu sais, quand même, Alex, en juin, on a eu un accord cadre, puis on a commencé la saison avec ce qui s'apparentait, non pas un accord de paix, mais au moins un document qui aurait pu résoudre le conflit. Bon, qu'est-ce qui s'est produit? Dans cet accord-là, l'enjeu majeur qui était le contrôle du détroit de Hormuz, il y avait une clause qui était mal écrite, qui n'était pas assez précise. La chicane a pris à travers ça. Les Iraniens pensaient qu'on leur avait accordé le contrôle du détroit. Les Américains disaient non, tout ce que vous avez à faire, c'est pas de tirer sur le trafic. On a repris des hostilités militaires. On a eu 2 semaines de frappes très importantes en Iran qui n'ont pas donné les résultats escomptés. On a cessé les frappes. Là, on n'est pas dans un cessez-le-feu. On n'est pas dans la guerre ouverte. On ne sait pas trop où on se trouve. Et du côté américain, finalement, on a une reconnaissance de plus en plus nette que la pression militaire ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'on peut bombarder à peu près tous les radars, tous les lanceurs de missiles, toutes les installations militaires qu'on veut. Au final, le régime tient dur parce qu'il peut tolérer plus de douleur que les Américains. Et donc, on revient finalement à quasiment la case départ parce que la politique américaine, c'était celle-ci d'étranglement maximal de l'Iran, de pression maximale. Et là, Donald Trump nous a annoncé cette semaine une nouvelle guerre économique d'une ampleur inusitée qu'on n'aurait jamais connue. Et là, ce qui est nouveau quand même, c'est que si les Américains ne sont pas capables de faire plier le régime militairement et que les pressions économiques qu'on a exercées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas, ils vont devoir aller cogner à la porte de leurs alliés, d'autres pays, pour que d'autres acteurs entrent dans la danse, en quelque sorte. Et est-ce que cette fois-ci, ils vont répondre présent? Parce que, souvenons-nous, là, quand Trump avait besoin de tout le monde là, pour sécuriser Hormuz, reprendre le contrôle du détroit, il n'y en a pas un qui est venu. Là. Non, on n'a pas aidé militairement. Bon, c'est pas la même chose de sanctionner des individus ou des compagnies. Sanctionner, ça veut dire quoi? De les empêcher de faire affaire avec certains pays que d'envoyer un avion de combat ou un navire dans une zone de guerre. Peut-être que là, il y a plus d'opportunités de coopération entre les alliés, parce que justement, ce que les Américains annoncent, c'est de nouvelles sanctions secondaires à venir. Une sanction secondaire, c'est ne plus seulement s'attaquer au régime iranien, mais s'attaquer à tous les autres pays avec lesquels ils font du commerce, Le gros problème, Alex, c'est quoi? Bien, le principal partenaire commercial de l'Iran, c'est la Chine. Et la Chine est au même moment l'un des seuls pays de la planète qui est capable de rivaliser à peu près d'égal à égal avec les Américains, qui est capable de leur dire non. Okay, qui peut dire non, Donald, je ne vais pas t'aider ici. Donc, on verra ce que la Chine va décider. Est-ce qu'on va aider les Américains enfin? Au niveau des Américains, on peut quand même faire valoir l'argument que la Chine dépend pour son énergie d'importation du Moyen-Orient, pas seulement de l'Iran, et qu'eux aussi auraient intérêt à ce que la situation se règle ou du moins acquiert une forme de stabilité. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est l'instabilité constitutive au Moyen-Orient. On verra ce qui va se produire ici, mais néanmoins, vraiment, c'est ça, la reconnaissance de la fin des moyens militaires, en quelque sorte, retour à la pression économique. Mais une des histoires marquantes de l'été, ça aura été le USS Abraham Lincoln. Ouais. Toutes les conditions de vie, effectivement, sur le navire, on comprend que c'est un navire qui a été stationné là beaucoup plus longtemps que prévu. Ouais. Et là, il y avait vraiment là, des informations qui nous provenaient de là. C'était épouvantable là, comme conditions de vie. On est venu minimiser ça du côté de l'administration américaine. Mais là, c'est drôle. On va quand même remplacer le navire en question. Écoute, Alex, c'est peut-être organisé avec le gars des vues parce que durant tout l'été, on s'est parlé puis il y avait ce porte-avions-là. La saison finie et c'est un nouveau porte-avions, le George Washington, qui vient le relayer. Mais cette affaire du porte-avions Abraham Lincoln est aussi symptomatique de l'usure militaire. Parce que c'est pas seulement pour les Américains que les bombes ne fonctionnent plus en quelque sorte, c'est aussi qu'on manque de plus en plus de bombes. On a eu toutes ces histoires cet été sur les stocks d'intercepteurs qui étaient très bas, les stocks de missiles qui étaient très bas. Et là, on apprenait que dans ce navire-là, les conditions de vie étaient de moins en moins
tenable parce qu'il y a des limites finalement à quel point les Américains peuvent soutenir une campagne militaire au Moyen-Orient sans aller chercher des ressources d'autres endroits de la planète. Et justement, pour l'une des premières fois depuis plusieurs décennies, il n'y a pas aujourd'hui de porte-avions américain en Asie parce que le George Washington, qui était stationné au Japon, eh bien, est de nouveau au Moyen-Orient, signe quand même de l'ampleur de l'usure parce que là, les Américains prennent des stocks, des inventaires, des armes ailleurs pour les amener au Moyen-Orient, ce qui au même moment affaiblit leur posture en Asie. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça dit aussi sur les relations des autres pays avec les Américains? On parle de plus en plus d'autonomisation des autres pays face à Trump et son administration. Autonomisation, je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est des pays qui s'achètent des politiques d'assurance. Okay. C'est-à-dire, on avait un assureur unique, en quelque sorte, de la sécurité mondiale, c'était les Américains. Et aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient, on faisait confiance aux États-Unis pour garantir leurs promesses de sécurité, pour ne pas se lancer dans des guerres un peu irrationnelles, pour assurer notamment la libre circulation en mer. Là, ce qu'on a vu, c'est que les Américains se désengagent, ou du moins ne remplissent plus leurs promesses. Donc, il y a différents pays qui s'achètent une politique d'assurance, au cas où les Américains ne seraient pas présents au rendez-vous, je vais essayer de trouver une solution alternative. L'élément le plus significatif, c'est sans doute ce pacte de défense entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, parce que quand même, le Pakistan est le seul pays musulman à avoir l'arme nucléaire, la Turquie a une immense armée, et l'Arabie saoudite a le pétrole et l'argent, donc les trois grandes puissances du Moyen-Orient s'allient entre elles en marge des États-Unis. Au même moment, en Europe, le fait qu'on investisse de plus en plus dans la défense, qu'on tente, je dis bien tenter, là, d'avoir des systèmes d'armement autonomes, séparés des Américains, c'est une autre forme d'assurance, puis on s'en parlait la semaine dernière. Lorsque les services de renseignement allemands veulent se réformer pour avoir plus de capacité d'action sans les Américains, ça nous en dit long sur à quel point on fait de moins en moins confiance aux États-Unis. Et j'ajouterais, la guerre en Iran, elle aura quand même consommé, du côté américain, une forme de divorce avec les Européens parce qu'on leur en veut de ne pas être venus à notre secours, de ne pas nous avoir aidés. Et donc voilà, tout au long de l'été, il y a une forme de quête d'indépendance par rapport aux États-Unis d'Amérique. Et paradoxalement, ce Trump ne s'en rend pas compte. Plus ses alliés vont être indépendants des États-Unis, moins ils vont être dépendants de Washington et moins Washington va avoir de contrôle sur eux. Or, une grande partie de la force des États-Unis tout au long du 20e siècle, ça a été ce contrôle-là sur les alliés. Ouais. En politique intérieure, ben là, ce qui va nous occuper beaucoup dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce sont les élections de mi-mandat. Puis on s'aperçoit que tant du côté démocrate que du côté républicain, il y a des enjeux, là. Il y a eu des faits marquants cet été. Ah oui, certainement. Bon, du côté démocrate, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne parvient pas à résoudre notre crise identitaire. Crise identitaire, c'était quoi? Ils cherchent tellement. Là. Ah, ils se cherchent. Ils ne savent pas comment répondre à Trump. Puis la question, c'est toujours la même. Dans toutes les primaires qu'on peut observer, c'est est-ce qu'on veut être plus à gauche ou on veut être au centre? Est-ce qu'il faut encore être au centre aux États-Unis? Ils sont plus proches des républicains pour se faire élire, ou au contraire, on peut avoir des politiques d'une gauche décomplexée, plus extrême à certains égards, et ça pourrait séduire les électeurs. Et là, on a différentes primaires où, par exemple, au Michigan, on a M. El Sayed qui a remporté la primaire démocrate, mais avec des marges très, très courtes, très, très petites. Dans d'autres États, c'est le candidat modéré qui l'a emporté. Donc, on finit l'été avec un parti démocrate qui n'a pas obtenu la réponse dont il a besoin avant les élections de mi-mandat, à savoir « qui suis-je » Et lorsqu'il pourra dire qui il est, bien là, il pourra avoir un message de campagne cohérent. Du côté républicain, ce qui est fascinant, c'est qu'on a d'un côté la domination qui continue de Donald Trump sur les électeurs des primaires républicains, où à peu près tout le temps, ce sont ses candidats qui l'emportent. Donc Donald Trump domine son parti, mais au même moment, ce parti-là, dans les sondages, il commence à perdre même au niveau de ses enjeux de prédilection, dont l'économie. Quand c'est rendu que les électeurs américains préfèrent les démocrates à la gestion de l'économie qu'aux républicains, c'est que ça va très mal au niveau du message du Parti républicain. Il leur reste encore leurs autres enjeux phares, la guerre culturelle et la gestion de l'immigration. Merci beaucoup, Georges. Merci, Alex.